En quelques secondes, ils sont vraiment très forts sur le plateau technique. Nous changeons de plateau, nous passons du 3 au 1. Bonsoir Dominique. Bonsoir. À nouveau, c'est un grand plaisir de vous retrouver, surtout que c'est votre dernière ce soir. Et oui, dernière dégustation. Alors, on va partir où déguster les vins de la région Languedoc-Roussillon? Où allons-nous? Alors, comme à notre habitude, bien sûr, on va voyager à travers les 4 départements producteurs de vin, la Lozère n'étant toujours pas producteur. Depuis le début de la foire, il y a peu de changements. Il dit ça parce que chaque fois je lui parle des 5 départements et il me fait la leçon. Vous voyez. C'est bien. Alors, on va commencer avec les fameuses bulles de Limoux, donc avec des créments de Limoux. Ensuite, on va partir donc sur les coteaux du Languedoc gardoise dans la région de Sommières. Ouais. Ensuite, sur les fameuses terrasses du Larzac, donc dans l'Hérault. Et on va terminer par un vin doux naturel rouge des environs donc, de Perpignan. Les 4 produits sont des produits sud de France. On en profite également pour souhaiter la bienvenue à vos invités qui sont autour de cet atelier. Bonsoir madame, messieurs. C'est la dernière leçon d'onologique de Dominique Laporte. Alors profitez-en bien pour vous dire que vous retrouverez ces images en vidéo à la demande sur la région.tv ainsi que l'ensemble des vins donc, qui ont été promus et présentés pendant la foire de Montpellier. Allez, je vous laisse avec Dominique, à tout à l'heure. Très bien. Alors déjà, je vais vous servir donc le premier vin. Alors on commence avec une bulle un peu particulière, puisque donc nous sommes dans la région de Limoux, donc tout près de Carcassonne. Je pense que vous connaissez au moins ce type de vin. Donc la particularité donc, des vins de Limoux, c'est d'être issu d'une fermentation, et même d'une seconde fermentation qui va se passer en bouteille. Alors quand on parle souvent de vin effervescent, vous savez qu'on parle souvent de nos amis champenois, comme étant la référence. Mais cette fameuse référence de vin effervescent, il faut savoir que 200 ans avant que les champenois sachent faire du vin effervescent, nous on faisait déjà des bulles à Limoux depuis 1531. Les premiers champagnes existent depuis 1729. Donc il faut savoir qu'on a quand même 2 ans d'histoire antérieure par rapport à eux. Alors du coup, comment sont faits les vins? Il faut savoir que la recette initiale, la recette historique, ça s'appelait la blanquette de Limoux ancestrale. Ça voulait dire qu'on prenait les raisins, on les mettait dans une cuve, la fermentation démarrait naturellement grâce à l'action des levures, qui vont digérer le sucre et le transformer en alcool. Sauf qu'avec les premiers froids, le chai de vinification avait tendance à baisser en température. Ça avait pour but de bloquer l'action des levures et du coup d'arrêter la fermentation. Et à ce moment-là, on en profitait pour glisser tout ce vin en bouteille, pour le mettre en stockage dans la cave. Et au printemps, quand les températures remontaient, on retrouvait donc une effervescence qui allait démarrer par la fermentation, mais dans une bouteille fermée. Donc du coup, les fameuses bulles, donc le dioxyde de carbone qui est engrangé par la fabrication donc de la levure, va faire que ce gaz ne pourra pas s'échapper et il va rendre le produit gazeux. Ça va fixer les bulles dans le liquide. Donc ça, c'était la recette initiale. Elle existe toujours, ça s'appelle la blanquette de Limoux, méthode ancestrale. Alors depuis, les choses ont un peu évolué. Si vous voulez, les champenois sont venus voir la façon dont on faisait les vins dans la région, et une personne qui s'appelle Dom Pérignon, qui est assez connue pour ça, a créé, soi-disant, la recette du champagne. Mais il n'a pris que des préceptes existants, notamment sur Limoux, notamment le fait de fermer avec des chevilles de bois. Sauf qu'eux, ils fermaient avec des chevilles de bois, mais nous, c'était un bois particulier qui s'appelle le chêne-liège, et qui a une particularité, bien sûr, c'est d'être très souple, de pouvoir fermer la bouteille, mais de garder une forme d'élasticité. Alors que quand ils s'amusaient à fermer avec des chevilles de bois, les bouteilles éclataient. Donc on a cette antériorité, et ils ont mis par contre des choses en place, qui est maintenant la technique que l'on fait pour le crément de Limoux ou la blanquette de Limoux traditionnelle, et non ancestrale. On aura une seconde fermentation en bouteille, c'est-à-dire un premier vin blanc classique, qui va faire à peu près 11-12% d'alcool, et ensuite on va rajouter un tout petit peu de sucre, un tout petit peu de levure, et on va en profiter pour mettre le vin en bouteille, et là ça va fermenter. Et du coup, le gaz ne pouvant s'échapper, ça rend le produit gazeux. Donc ça nous donne cette fameuse bulle donc, de Limoux. La particularité donc, sur tous les vins effervescents, c'est qu'on va d'abord juger bien sûr de cette fameuse bulle. Alors on vous dit souvent que la bulle doit être fine, doit être en chaîne, doit être délicate. En fait, la chose qu'il faut regarder, je vais mettre le verre droit, il faut que votre verre ait une légère aspérité, puisque si votre verre est parfaitement propre ou éventuellement recouvert encore d'un produit de lessive ou d'éventuels produits visqueux, on n'arrivera pas à avoir de dégagement gazeux. Donc les bulles ne vont se déclencher que sur des défauts du verre. Et il faut savoir que le verre est forcément recouvert de micro-poussières, puisqu'on est dans un lieu qui est toujours... Il y a toujours de la poussière n'importe où dans l'atmosphère. Et ça va permettre à ces bulles de se déclencher, comme on le voit dans le verre. Vous voyez que dans le fond du verre ici, vous avez des petites bulles qui font comme une cheminée. Et en fait, cette cheminée donne donc, comme un collier de perles, vous voyez, avec des perles bien régulières, toutes de la même taille. Et quand il n'y a aucun défaut dans ce fameux collier de perles, on dit que les bulles sont parfaitement réalisées et que du coup, c'est un champagne ou un crément
ou une crément de Limoux d'excellente qualité. C'est comme ça qu'on juge de la qualité par rapport à la finesse des bulles et par rapport à la qualité de l'enchaînement de ces bulles. Et après, ces bulles arrivant à la surface, elles vont former donc une petite mousse sur le dessus du verre et elles vont partir sur les côtés pour former ce qu'on appelle le cordon. Et un cordon persistant, ça veut dire qu'il y a une bonne régénération de la bulle. Et aussi, c'est un bon signe de qualité généralement. On voit, il y a un tout petit cordon, vous voyez, sur le bord du verre. Et bien sûr, comme tous les vins sont des vins que l'on a récoltés un petit peu plus tôt pour garder de la nervosité et de l'acidité, on a des couleurs assez faibles, bien sûr. Donc c'est plutôt un jaune clair, avec des nuances plutôt paille. Mais on n'a pas de couleur dorée. On les aura quand le vin sera vieux. Mais normalement, un crément comme celui-ci, jeune, n'aura pas de couleur très évoluée. Alors au-delà de ça, en plus, on aura quand même, bien sûr, un vin qui va rester s'accrocher sur les parois. C'est ce qu'on appelle donc les jambes, les larmes. Mais ça n'aura pas d'incidence au niveau de la qualité de ce qu'on va pouvoir retrouver du vin. Donc on va bien sûr profiter de ce vin, sachant que le côté gazeux va être différent de ce qu'on aura sur un vin blanc traditionnel. Donc on va d'abord sentir le vin en l'inclinant comme ceci, mais en sentant sur le haut du verre. Et ensuite, on va rentrer notre nez à l'intérieur du verre. Alors on sent quand on est sur le haut du verre, on a très peu d'odeur. Quelque chose qui est vraiment très fermé, très délicat. On n'a pas de notion d'intensité. Par contre, en descendant dans le verre, on a plus d'arômes, plus de complexité. On sent bien sûr ces notions de gaz, mais on a un petit peu de fruits, un petit peu de fleurs. C'est plus aromatique, je pense que vous le ressentez. Alors maintenant, on va faire une action. Comme d'habitude, on va faire tourner ce vin dans le verre pour pouvoir faire rentrer des molécules d'oxygène qui vont éclater les notions d'arôme, donc les molécules aromatiques du vin. Et là, quand vous sentez, c'est différent. Est-ce que vous sentez une évolution? C'est plus aromatique. Je ne sais pas si vous ressentez, on en sent plus d'odeur, plus parfumé. Alors maintenant qu'on a retrouvé ces différences, on va essayer de nommer ce que l'on ressent. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors vous savez, on est toujours dans la même problématique quand on demande aux gens de mettre une odeur sur un ressenti et de mettre des noms justement sur ces odeurs. On a beaucoup de mal en fait à avoir des gens qui vont vous dire d'entrée ça sent tel ou tel ingrédient, tel ou tel aliment, tel ou tel fruit. Pourquoi? Parce que la mémoire, si vous voulez, des mots et la mémoire des odeurs n'est pas forcément située sur les mêmes parties du cerveau. Donc ce qu'il va falloir faire, qui est beaucoup plus agréable et plus facile pour nous, c'est lorsqu'on sent une odeur, on va essayer de visualiser une image. Et lorsque vous avez cette image, essayez de voir dans quel contexte vous êtes et où est-ce que vous avez senti ces odeurs quand vous êtes dans ce lieu. Et là, vous allez voir que c'est complètement différent. Donc on va aérer et on va essayer de retrouver une image. Donc on n'hésite pas à fermer les yeux pour mieux se projeter. Est-ce que ça vous évoque un lieu de dégustation ou un lieu dans une cuisine, à l'extérieur, je ne sais pas, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Pas vraiment? Pas vraiment. Alors c'est vrai qu'avec les bulles, c'est compliqué parce que ça minore un petit peu les odeurs. Madame? Un vignoble. Le côté raisin, le croquant du raisin. Et monsieur? Des fleurs blanches. Alors là, on n'est pas sur des lieux, on est carrément déjà sur des mots, puisqu'on arrive déjà sur des choses beaucoup plus marquées. Alors c'est vrai que là, le nez est relativement délicat, parce que la bulle, justement, domine un petit peu. On a ce côté un peu gazeux qui écrase un peu les odeurs de fruits et de fleurs. Mais cela dit, on a quelque chose de relativement délicat et de fin au niveau des arômes. Maintenant, bien sûr, on va le déguster, sachant que vous allez avoir un vin qui va recouvrir le palais, qui va être onctueux, velouté. Derrière, une touche tonique de vivacité qui devrait arriver normalement, qui va mettre en place tous les arômes, tous les parfums. Et derrière, vous risquez d'avoir peut-être une petite connotation amère, et bien sûr ces bulles qui vont s'intégrer d'une certaine manière dans la structure du vin. Alors on va le déguster, sachant que vous pouvez avaler ou recracher, ça ne changera rien dans le principe de la dégustation. Vous n'aurez pas de sentiment supérieur ou inférieur si vous recrachez ou si vous avalez. Tout sera la même chose. Alors on n'hésite pas à prendre un peu d'air, à faire tourner pour en mettre un petit peu sur tout le palais. Voilà, comme monsieur, très bien. Qu'est-ce que vous ressentez? Au tout début, un peu d'onctuosité peut-être? Quelque chose d'un peu sucré, sans être très sucré. Alors c'est sucré, mais on sent qu'il n'y a pas de sucre vraiment dans le vin, mais on a de l'onctuosité du velours. Après, par la suite, on a une impression un peu d'amertume à l'arrière, oui, qui arrive par la suite. Et après, sur le piquant aussi, on a un tout petit peu de piquant sur l'avant de la langue, un côté un peu salin, un peu frais. Oui, exactement, un caractère un petit peu salin. Et ça, donc, c'est son comportement. Et donc, on a jugé en fait de son équilibre et on peut dire que là, il a des connotations un tout petit peu amères qui lui apportent du volume, de la fraîcheur, c'est un petit peu ce qu'on recherche généralement dans des bulles, c'est désaltéré aussi. Et en même temps, il y a de la rondeur, donc il est parfaitement équilibré. On va parler de l'ensemble du vin, donc il est équilibré. On a beaucoup de plaisir à le boire, bien sûr, en guise d'apéritif, mais si on devait l'imaginer à table,
Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent en tête? Des ingrédients peut-être? Un plat? Préparation? Quelque chose de léger, de doux en parfum, pas trop puissant. D'accord. Monsieur? Une viande blanche? Oui, ou tout simplement des coquillages, des crustacés aussi, ça fonctionne bien. Un poisson blanc avec un léger filet de citron, par exemple, ça va bien être supporté par cette fraîcheur, par cette acidité. Mais il y a quand même de la rondeur, donc on peut aller sur des chairs un peu onctueuses aussi. Par exemple, vous pouvez mettre des Saint-Jacques, vous pouvez mettre du turbo qui ont une certaine forme de résistance et d'onctuosité sans problème. Alors, bien sûr, vous avez vu, on le sert à une température relativement fraîche, parce qu'il faut bien sûr se désaltérer. Et généralement, les vins effervescents, on les sert entre 6 et 8 degrés à peu près. Pourquoi? Parce que votre verre, lui, est beaucoup plus élevé en température, tandis qu'il est dans la pièce, et ça va réchauffer un petit peu. Et ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose de plaisant et de frais. Donc on ne les sert pas à température ambiante, surtout pas. Alors on va poursuivre, on va vider nos verres et on va poursuivre avec un autre vin. Donc là, nous étions donc dans l'Aude avec donc cette cuvée héritage donc de la maison Antec, donc sur le millésime 2011. Là maintenant, nous partons donc dans le Gard avec la cuvée Les Romanes en coteaux du Languedoc 2013. Et donc ce sont les coteaux saumièrois, donc la cave de Saumière. Alors déjà, vous allez certainement voir que vous êtes sur une couleur différente de ce qu'on avait sur notre premier vin donc de Limoux. Vous regardez au niveau de la couleur, on a une couleur qui est beaucoup plus dorée. On a quelque chose de plus ensoleillé. On sent que le raisin est allé jusqu'à une maturité plus forte. Et c'est le principe, si vous voulez, les vins à bulles, pour garder de la fraîcheur, on les récolte un peu tôt pour que l'acidité puisse bien fixer l'effervescence. Alors que là, ce qu'on veut, c'est avoir une maturité du raisin plus marquée, plus totale, pour avoir plus de parfum. Pardon? L'autre était plus pâle, celui-ci est beaucoup plus coloré. Donc je reviens ici pour la couleur. Donc on voit, on est sur une couleur un petit peu plus dorée. Donc tout à l'heure, on était plutôt sur un jaune paille, vraiment très pâle, alors que là, on est plutôt sur une notion de doré, un doré clair quand même, mais on reste sur du doré. Et on voit qu'il n'y a pas vraiment de notion d'évolution, c'est-à-dire qu'on n'a pas de jeunesse avec de vert dans la couleur, et on n'a pas non plus de couleur un peu brune, un peu ambrée ou orange qui arrive quand le vin est vieux. Donc on est vraiment sur un vin qui a une très légère évolution, puisqu'on voit, on a un léger reflet légèrement argenté sur le bord, qui veut dire que le vin a 1 an ou 2. Et là, en l'occurrence, c'est le cas, il a 1 an. Alors, on va maintenant profiter des arômes de ce vin. Toujours pareil, on sent le haut et on sent le bas sans l'agiter. Alors, par rapport au précédent, est-ce que vous le trouvez plus parfumé ou un peu moins parfumé, monsieur? Plus, moins? Moins? Moins parfumé. Madame? Moins aussi. Monsieur? Vous le trouvez moins parfumé ou plus parfumé? Moins subtil. D'accord. Alors on va l'oxygéner maintenant. On va vraiment faire rentrer de l'air dans le vin. Et on va ressentir. Et là, je pense que vous allez retrouver quelque chose de vraiment différent. N'est-ce pas? C'est tout de suite très expressif. Alors que juste avant, on avait quelque chose de très fermé. On n'avait quasiment pas d'odeur. Et là, par contre, ça explose de parfum. On a vraiment l'impression d'avoir des fruits blancs de bonne maturité, un côté un petit peu pomme mûre, légèrement abricoté, et derrière une petite touche aussi légèrement vanillée, un tout petit peu noix de coco, qui est liée aussi à son élevage, qui fait que ça a de la rondeur au niveau du nez. Alors on va le déguster maintenant. Alors là, vous pouvez voir le fait qu'il n'y ait pas de bulle, on va forcément avoir un côté moins marqué par la vivacité. Cela dit, on a plus de rondeur au début, plus d'onctuosité. On a quand même un peu de fraîcheur qui réveille un peu le milieu du palais. Et derrière, les amers arrivent par l'arrière et reviennent un peu vers l'avant. Je ne sais pas si vous ressentez cette impression. Un peu moins que l'autre. Pourquoi? Oui, alors il est plus savoureux en bouche. Je dis parce que les gens ne vous entendent pas, donc il est plus savoureux en bouche. Par contre, la différence, si vous voulez, vient d'une chose, c'est que le précédent, l'acidité et notamment la bulle, met en exergue souvent les odeurs d'amertume. Alors que là, un peu moins, parce que la rondeur, au contraire, va l'atténuer. Et du coup, il paraît un petit peu moins marqué sur les amers que le précédent. Donc c'est forcément différent. Là, celui-ci, vous l'imaginez justement sur quel type de plat, quel type de préparation, quel moment de dégustation? Messieurs, dames. Un fromage, ça je suis tout à fait d'accord, oui, un beau fromage. Là, on peut aller sur des choses, comme il y a un peu d'amertume, on peut aller sur des comtés, par exemple, on peut aller sur des fromages de brebis, un peu séchés, des tomes. Après, oui, des choses un peu plus crémeuses, comme les brie, comme on peut même aller ici sur un Cantal aussi, un Cantal jeune, pour l'onctuosité. Donc il y a pas mal de possibilités. Après, bien sûr, des poissons même un peu travaillés, un peu cuisinés avec une sauce,
sans aucun problème. Alors vous avez apprécié ce vin blanc? Oui. Alors on va poursuivre et on va maintenant servir donc un vin rouge. Je vais vous servir dans un autre verre. Voici, madame. Donc là, nous partons sur les terrasses du Larzac. Est-ce que vous voyez où sont les terrasses du Larzac? Est-ce que vous savez? Personne? Non? Terrasses du Larzac, vous ne savez pas? C'est pas vraiment Pézenas. Si vous voulez, les terrasses du Larzac, ça se situe aux alentours de Montpérou. Vous voyez Montpérou, Gignac, Clermont-Lérault. Toute cette zone, donc sur les contreforts justement du Larzac, ça s'appelle les fameuses terrasses du Larzac. Et donc là, on est sur un vin rouge donc, de cette région-là, qui s'appelle donc la Croix Chaptal, où on a un vin, bien sûr, qui va être de très forte maturité, puisqu'il y fait quand même beaucoup de soleil. On est vraiment sur les piémonts du Larzac. Et on va avoir donc des cépages aussi qui vont apporter de la concentration, puisqu'on a des cépages méditerranéens qui sont très riches en couleurs et qui vont apporter des couleurs très profondes. On voit que la couleur est plutôt grenat, mais si vous regardez ici sur le bord donc, du disque, on voit qu'il y a une petite décoloration orangée. Donc le vin semble avoir un tout petit peu d'évolution, il a vieilli un tout petit peu. Alors on va vérifier pour voir si on a raison. On est sur un millésime 2009, donc c'est tout à fait normal qu'on ait une couleur d'évolution comme ceci. Parce que vous voyez, quand on l'incline, on voit ici, c'est vraiment orangé. Et ça arrive qu'avec le temps. C'est un phénomène, si vous voulez, d'oxydation des matières colorantes qui s'oxydent en fait et qui se coagulent avec les tanins, donc ce qui est râpeux sur la langue au niveau du vin, et ça fait que ça va nous donner des couleurs un petit peu orangées. C'est valable pour les blancs et les rouges, tout à fait. Avec le temps, ça s'oxyde. Vous coupez par exemple une pomme, vous la posez sur la table, elle va être blanche au début, et ensuite elle va devenir un peu orangée, et elle va finir marron d'oxydation. Et pour éviter, il faut avoir de l'acidité. Vous recouvrez de citron votre pomme, elle ne s'oxyde pas. Et dans le vin, si le vin a beaucoup d'acidité, la couleur reste stable plus longtemps. Donc c'est aussi un gage souvent de conservation d'avoir une bonne acidité. On a toujours peur souvent du mot acide quand on déguste des vins, mais en fait il faut savoir que l'acidité, c'est le squelette du vin. Nous, si on n'avait pas de squelette, on aurait beaucoup de mal à se déplacer et surtout à tenir debout. Et pour un vin, c'est pareil. S'il n'a pas d'acidité, il ne tient pas debout. Il s'effondre. Donc il a moins de potentiel de garde. Alors on va le sentir. Ah, là c'est parfumé. Et pourtant on ne l'a pas agité. Ça vous évoque déjà des odeurs? Le cassis, tout à fait. La myrtille aussi. On a la petite note végétale, vous savez. Vous avez déjà cueilli des myrtilles avec le fameux peigne donc, pour les cueillir. Quand on cueille avec le peigne à myrtille, justement, on a à la fois le fruit qui s'écrase de maturité, donc ce côté puissant et aromatique, et en même temps, on a les feuilles que l'on arrache qui apportent du végétal. Et ce qu'on ressent parfaitement dans ce vin. C'est une dualité entre du fruit mûr, du fruit noir mûr, et une petite touche végétale. Alors maintenant, on va l'oxygéner, alors il risque d'être très parfumé maintenant. Alors oxygénez-le bien. Et bizarrement, on reste sur les mêmes odeurs, on n'a pas de choses supplémentaires. C'est vraiment une odeur qui est tellement puissante qui écrase quasiment les autres sensations aromatiques. Par contre, ça paraît un tout petit peu plus velouté lorsqu'on l'a oxygéné, il paraît un peu plus sucré au nez. Alors on va le goûter, voir si c'est la même chose, sachant que là, sur un vin rouge, vous allez avoir en plus de ce que nous avions sur les vins blancs, vous allez avoir des tanins. Ce côté légèrement râpeux sur la langue. Alors astringent, c'est quand vous avez des tanins acides. Ça s'appelle l'astringence. Les tanins, c'est ce qui va recouvrir le palais et qui va donner une impression, à la place de la langue, on a l'impression qu'on a du papier à poncer. C'est un peu granuleux, un peu rugueux. Et ça, ce sont les tanins. Si cette impression de granulé est très fin, on appelle ça des tanins fins et élégants. S'ils sont beaucoup plus marqués et gros, on va dire que ce sont des tanins grossiers. Et donc, c'est une notion de qualité aussi. Sachant que des tanins grossiers peuvent s'affiner avec le temps aussi quand le vin vieillit. Alors, on va le goûter. Alors bien sûr, on a toujours ce même phénomène qui arrive, d'abord de l'onctuosité, un peu d'acidité qui fait ressortir les arômes, et derrière, un peu d'amertume ici sur les côtés, et les tanins arrivent sur l'avant de la langue, mais on n'en a pas trop ailleurs, juste sur l'avant de la langue. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore un peu acides, et encore un peu salés quasiment. Et du coup, on les a plus sur l'avant de la langue. S'ils étaient plus marqués par le végétal, on les aurait vraiment sur toute la langue, voire un petit peu plus vers le fond. Est-ce que vous le trouvez plaisant aujourd'hui, ce vin? Ou est-ce que vous pensez qu'il faut l'attendre? Est-ce que vous le trouvez plaisant aujourd'hui ou est-ce que vous pensez qu'il faut l'attendre, ce vin? Il est plaisant aujourd'hui. Moi, je suis tout à fait d'accord. En même temps, 2009, pour un vin de la région, c'est déjà un tout petit peu d'évolution, mais ça prouve, vous voyez, que ce vin est encore jeune. On a encore des arômes de fruits croquants, et ça veut dire qu'on peut le garder encore pas mal de temps. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire que les vins du Languedoc-Roussillon ne se gardent pas forcément, parce que par le passé, on faisait des vins de consommation assez rapide, des vins de fruits.
Maintenant, les vins, on les récolte plus mûrs, on a plus de concentration, et forcément, ça fait des grands vins de garde. Aujourd'hui, certains vins du Languedoc-Roussillon se gardent 15, 20, 30 ans. Mais on n'a pas encore pris l'habitude de le faire, et surtout, on ne trouve plus sur le marché des vieux millésimes. Si on avait, comme d'autres régions françaises, des vieux millésimes sur le marché, on aurait cette crédibilité-là, et c'est ce qu'il faut que doucement les vignerons arrivent à faire, et notamment ce producteur, qui ressort des vieux millésimes au bout de quelques temps, pour nous montrer que les vins vieillissent, et surtout qu'ils sont très prêt à boire. Alors que si on l'avait bu trop jeune, on aurait dit oui, ce vin il est un peu dur, je l'aime pas trop, c'est pas mon goût. Voire même certaines personnes nous auraient dit je ne l'aime pas. Alors que c'est pas une question de ne pas l'aimer, c'est qu'il n'était pas prêt à boire. Là, il commence à être vraiment parfaitement prêt à boire. Et vu la dimension aromatique qu'on a dans ce vin, on a envie de lui servir des beaux plats bien travaillés, des produits nobles. Moi, je vois bien par exemple un filet de bœuf, par exemple, avec une sauce liée, par exemple, avec un peu de foie gras, voire pourquoi pas des truffes. En ce moment, dans la pleine période aussi des champignons, donc on peut imaginer une viande rouge avec une poêlée de cèpe. Ça peut fonctionner très bien. Après aussi quelques plats mijotés, pourquoi pas. Donc voilà ce qu'on peut retrouver quand même dans la région des belles cuvées, donc la Croix Chaptal sur ce millésime 2009 qui vieillit relativement bien. Alors on va goûter le dernier vin, et là donc nous allons voyager jusque dans les Pyrénées-Orientales, et donc je vais vous servir donc un vin qui s'appelle Rivesaltes Grenat. Donc Rivesaltes étant l'appellation, et Grenat étant son mode de vieillissement. En fait, il existe dans les Rivesaltes différentes catégories. Déjà, Rivesaltes, est-ce que vous le situez géographiquement parlant? Vous savez où ça se situe, Rivesaltes? Oui? Après Perpignan, exactement. Alors, c'est très près de Perpignan. Hein. C'est vraiment dans la périphérie. D'ailleurs, l'aéroport de Perpignan s'appelle l'aéroport de Rivesaltes-Perpignan. Et en fait, dans cette zone-là, si vous voulez, vous allez avoir différents profils de vins. Vous avez d'abord les vins blancs, notamment le fameux muscat de Rivesaltes que tout le monde connaît, qui est issu uniquement à base de muscat. Et ensuite, vous avez des vins blancs que l'on fait vieillir, des vins blancs qui vont être à base de grenache ou de macabeu, et eux, ils vont s'appeler Rivesaltes ambrés. On a eu la chance il y a quelques jours d'en goûter un, justement. Et celui-ci donc, est issu par contre de raisins rouges. Donc l'appellation Rivesaltes fait aussi des raisins rouges. En l'occurrence, on a la catégorie Grenat, où en fait le but étant d'emprisonner en bouteille la jeunesse du vin, son côté croquant, son fruit, et vraiment les impressions de fruits fraîchement cueillis. Et à contrario, vous aurez, comme pour les vins blancs, deux catégories. Vous aurez aussi donc, des vins vieillis, et là on appellera ça un Rivesaltes tuilé. Donc vraiment les deux familles. Donc là, on a forcément une couleur qui va être très jeune, puisqu'on a voulu l'emprisonner dans cette bouteille. Et surtout, la particularité, on est sur des raisins qui sont récoltés à maturité normale, voire un tout petit peu avancée, c'est-à-dire aux alentours de 14 degrés d'alcool potentiel. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'au cours de la vinification, on va mettre le raisin dans la cuve, et quand il va commencer à se transformer, donc le sucre, en alcool, arriver à peu près à la moitié de la transformation, donc quand le vin contiendra à peu près 7 à 8 degrés d'alcool, on va ajouter 5% du volume d'un alcool neutre, un alcool pharmaceutique, donc sans odeur, sans couleur, sans goût, juste pour tuer les levures. Donc ça va empêcher justement la transformation du sucre en alcool qui reste dans le vin. Ça va augmenter le degré total à peu près jusqu'à 15 degrés. Et surtout, ça va permettre d'avoir ces fameux sucres résiduels. Donc ça va nous donner un vin rouge doux, un vin rouge sucré. Alors certaines personnes vous disent que ce sont des vins cuits. Ce n'est pas vrai, ce ne sont jamais des vins cuits. Mais c'est vrai que certains producteurs, quand on fait la version vieillie, donc la version qu'on appelle tuilée, on les fait vieillir dans des tonneaux ou dans des bonbonnes au soleil. Et les gens avaient tendance à dire que c'était cuit. Donc c'est un peu pour ça. Et souvent, les gens vous disent que c'est un grenache. En fait, grenache, c'est le cépage, donc la variété de raisin qui sert à faire ce vin-là. Mais ce n'est pas un grenache. Le vrai nom s'appelle Rivesaltes, c'est son appellation. Et c'est un vin doux naturel. C'est la famille donc, de ce type de vin. Donc on voit qu'on est sur des grenats assez intenses, avec une belle profondeur. On a très peu d'évolution, on reste encore sur des couleurs légèrement bleutées. On a très peu d'évolution, contrairement au vin précédent, où on commençait à avoir ces notions un peu brunes, un peu orangées. Alors on va profiter et le sentir, donc sans l'aérer. C'est très concentré, très intense. On a quelque chose de très riche. Là, on a vraiment l'impression d'être quasiment dans le pot de confiture. Vraiment le pot de confiture noir. Tout à l'heure, on était vraiment sur la myrtille avec cette fraîcheur. Là, on est plutôt sur le côté plus cassis, plus mûr. C'est encore beaucoup plus sucré quasiment. Hein. Et là, on est vraiment dans l'extrême maturité du fruit. Et c'est vrai que c'est très plaisant parce que c'est assez évocateur et parfumé. Et ça, généralement, ça fait l'unanimité quand on le fait sentir. Alors maintenant, on va l'oxygéner et voir s'il y a une évolution. Alors, on a toujours ces odeurs aussi.
Mais on commence maintenant à ressentir des odeurs différentes. C'est-à-dire que quand on fait abstraction de ces odeurs de fruits noirs, on sent une petite touche un peu de feuilles froissées, une petite odeur végétale légèrement, et surtout l'alcool commence à ressortir un petit peu, et ça fait un support aromatique. Vous le sentez, tout ça? Oui? Pardon? L'alcool ressort une fois qu'on a oxygéné. Forcément, parce que le fait d'oxygéner, vous cassez les molécules aromatiques et vous faites ressortir des arômes plus lourds, plus puissants. Alors qu'au tout début, sans l'aérer, on est plutôt sur de l'aérien, sur de la finesse. Donc on va le déguster maintenant. Alors, chose que nous n'avions pas tout à l'heure, là, il va falloir parler de l'équilibre, et justement du sucre, qui est un élément complémentaire dans la dégustation. Alors au début, c'est très sucré, très velouté. Par la suite, un peu de fraîcheur vient nous diminuer l'impression de sucre. Et après, vous sentez, ça revient, les tanins, on les sent un tout petit peu, mais très fins, bien intégrés justement dans l'alcool et dans le sucre. Et on finit avec une notion de fraîcheur, de piquant sur l'avant de la langue. Je ne sais pas si vous ressentez. Ça devient un petit peu plus piquant sur l'avant de la langue. Et ça, c'est justement parce qu'on voulait emprisonner ce côté fruits frais et fruits jeunes. Donc on a vraiment du plaisir à le boire, soit en guise d'apéritif, mais après, ça va gêner pour la dégustation d'autres vins. Donc il faut se rincer, soit avec une salade, soit avec un petit bouillon, pour pouvoir remettre le palais en place. Mais surtout, ce sont les parfaits compagnons des vins de dessert. Tout ce qui est dessert au chocolat, chocolat et fruits rouges, des tartes aux fruits rouges, des notions de fruits un peu confits, un peu compotés, une tarte par exemple aux myrtilles, ça fonctionnerait parfaitement. Donc là, c'est vraiment des vins de plaisir et surtout des vins en guise de digestif aussi, c'est vraiment des vins qu'on appelle de méditation. C'est des vins où on prend juste un verre, on ne se pose pas de questions et on le boit très lentement parce qu'au fur et à mesure de la dégustation et de l'évolution, il va prendre des notions d'arômes qui vont être vraiment très changeants et on va avoir une diversité vraiment exceptionnelle. Alors j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette dégustation et la diversité donc, des vins sud de France, donc aussi bien avec nos fameuses bulles donc, de Limoux, avec le crément de Limoux, nos beaux vins blancs donc, du Gard, ici donc, les terrasses du Larzac, et pour finir avec cette petite douceur catalane, donc des vins du Roussillon. Jean-François, une petite dégustation, non? Avec plaisir, puisque c'est votre dernière. Vous avez appris, j'imagine, un certain nombre de choses, hein, peut-être des vins que vous ne connaissiez pas, c'est le cas? Venez me voir, on va voir sur caméra. Venez me voir, qu'avez-vous appris? Déjà le plaisir d'entendre parler du vin comme ça. Ah, il est très fort. Hein. Il n'est pas meilleur sommelier de France, c'est meilleur ouvrier de France pour rien. Hein. C'était il y a quelques années, hein, c'était une dizaine d'années, mais depuis, c'est comme le vin. Cheveux blancs maintenant. Hein. C'est comme le vin, il s'est bonifié notre ami Dominique Laporte. Bon, en tout cas, on a été ravis de vous recevoir. Merci beaucoup à vous. Merci à vous qui nous regardez pour votre fidélité. C'était la dernière chronique sur les vins et les vins de sud de France, de la région Languedoc-Roussillon, animée par Dominique Laporte. Si vous me le permettez, dans votre chronique, j'aimerais faire un petit salut également à toutes les équipes qui travaillent pour que ces journées se passent bien. 11 plateaux lancés. Marion est encore là aujourd'hui. On a parlé d'huîtres avec elle. Donc on va commencer par justement Manon qui est avec nous, qui est à la caméra. Ici, on la verra peut-être pas forcément, elle est juste derrière. Bravo. Merci Manon. Ce qu'on appelle la captation, ce sont les images. Est-ce qu'on peut la voir un petit peu? Puis on va faire un échange croisé de vidéos, puisque derrière, c'est Brianne qui est derrière l'autre caméra. Ce sont les caméras mobiles qui sont là. Bravo Brianne et merci pour les perfs réalisés. À la réalisation, l'assistant, c'est Alexandre qui est juste pas très loin d'ici, hein, vous savez, sur le plateau technique. Et Yann, alors Yann, c'est un roman, que dire? Si vous avez de belles images et le choix de ces images, parce qu'il a, je crois, 8 caméras à gérer, il est au talk-over, ce qu'on appelle l'écouteur avec le casque, donc il donne des instructions, on resserre l'image, on écarte l'image, on fait un petit peu des travelling, c'est-à-dire on fait bouger l'image aussi, enfin on fait plein de choses qu'il connaît mieux que moi. C'est Yann, excellent travail, évidemment toute l'équipe. Il ne se cache pas, il est en régie, il est assis. C'est compliqué pour le voir. Au streaming, c'est-à-dire et VOD, ce que vous voyez depuis chez vous, ben, c'est un certain Ludo qui s'en occupe. Bravo à Ludo parce que vraiment travail formidable. Au-dessus de tout ça, il y a également tous ceux qui ont préparé ces émissions, les rédacteurs de la région. Alors là, ils sont nombreux, mais je pense que demain, on va faire quelque chose de spécial pour eux, évidemment. Marion est encore avec nous, mais le coordinateur de tout ça, peut-être il nous regarde, il n'était pas avec nous aujourd'hui, c'est Laurent. Au-dessus de tout ça, c'est la communication de tout ça. Et puis la communication de la région, pardon. Et puis encore au-dessus de tout ça, c'est une véritable volonté politique. Et là, je m'arrêterai très vite de la région d'être présente à la foire, d'être présente au salon d'agriculture et de promouvoir notre région qui existe. C'est la région Languedoc-Roussillon avec Sud de France. Ça a été une grosse présence ici. On est encore ensemble demain, hein, je crois nos directs vont jusqu'à 15h si je ne m'abuse.
Demain matin, ce sera 11 h le MAG, notre prochain rendez-vous en direct, 11 h le MAG. Soyez avec nous, merci de votre fidélité. Bonsoir.